Et chers frères, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, il y a un mois, c'était la conférence historique d'Addis Abeba, où, relevant le défi lancé au tiers-monde, l'Afrique, avec détermination, sagesse et réalisme, a tracé le cadre de son unité. Et voici qu'aujourd'hui, deux pays frères, séparés depuis 3 ans par suite d'un accident absurde, se retrouvent plus que jamais décidés à apporter leur contribution à l'unité africaine. La rencontre d'aujourd'hui est significative à plus d'un titre. Tout d'abord, elle traduit la volonté, je dis bien volonté, des États africains de ne pas laisser sans lendemain les décisions d'Addis Abeba. Le fait n'est pas sans importance, car ce qu'on a toujours reproché aux États africains, ce sont leurs palabres interminables, leurs déclarations d'intention rarement suivies d'effets, pour tout dire leur verbalisme. Mais Addis Abeba a été la conférence de l'action, des réalisations concrètes. C'est exactement dans le cadre et sur la base des principes énoncés à cette conférence qu'il faut placer la rencontre d'aujourd'hui. En second lieu, le fait que le Mali et le Sénégal se retrouvent traduit la solidarité naturelle qui existe entre eux. Tout nous rapproche, la race, l'économie, la culture, la même expérience coloniale. Le Wolof, le Sarakolé, le Peul, le Sérère, le Bambara, le Malinké appartiennent au monde noir de la savane. Ils ont les mêmes occupations, le travail patient de la terre, la même mentalité religieuse et respectueuse de l'ordre établi. Ce n'est pas hasard si les mœurs d'Ogon ressemblent étrangement à celles des Bassaris du Sénégal, si les Malinqués se moquent de nos frontières puisqu'ils ont un pied sur chaque rive de la Falémé. C'est pourquoi, à ceux qui s'étonneraient de cette rencontre, je ferai part à mon tour de mon étonnement. Le Sénégal et le Mali sont liés depuis toujours. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est étudier un système de coopération capable de rendre leur solidarité plus effective. Pour ce faire, il faut éliminer les entraves artificielles. J'entends par là les mécanismes qui n'ont pas de justification économique ou politique. Voyons quelques-uns des problèmes dont la solution serait de nature à rapprocher nos deux peuples. Une frontière politique oppose généralement plusieurs obstacles à la liberté des échanges. Non seulement le tarif douanier applicable, mais toute une série de contrôles et de contingentements. Une frontière peut aussi endormir des industries qui, assurées d'une certaine protection, vivent sur l'acquis au lieu de demeurer dynamiques. L'exemple de quelques pays européens est là pour nous édifier. Ces obstacles, nous ne les avons pas sous-estimés. Bien au contraire, nous les avons analysés et c'est pourquoi je fonde de grands espoirs sur l'application scrupuleuse de cet accord et convention que nous venons de conclure. Ils permettront, dans un premier stade, d'intensifier les échanges traditionnels qui existaient entre nos deux pays. Monsieur le Président et chers frères, comme j'ai eu l'occasion de le souligner à Addis Abeba, l'unité africaine, au risque de ne pas se réaliser, doit s'enraciner dans notre culture commune
tenir compte de notre situation de pays sous-développé, s'organiser sur la base d'union régionale. De quoi s'agit-il? Il s'agit, au niveau d'un groupe d'États africains, présentant des caractères communs ou des ressources complémentaires, de définir et de pratiquer un système de coopération en vue d'une utilisation rationnelle des produits comme des valeurs culturelles. Nous sommes des pays sous-développés dans tous les sens. Je ne fais aucune révélation. Ce que je veux souligner par là, c'est l'urgence et la nécessité pour les États africains de mettre en commun toutes leurs ressources et valeurs afin de sortir du sous-développement. Alors que les cadres manquent, que les capitaux étrangers s'investissent avec réticence, que les programmes sociaux attendent, il devient urgent de rompre avec l'économie autarcique. D'où la nécessité vitale d'organiser une coopération qui harmonise des plans équilibrés de développement économique et social, qui fixe les objectifs à atteindre comme les voies et moyens pour y parvenir. Les micronationalismes rendent cette coordination difficile, mais rien n'interdit à un groupe d'États de s'unir autour des dénominateurs communs que voilà pour définir une ligne d'action. Dans cet ordre d'idées, je conçois parfaitement une entente qui comprendrait le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie pour une exploitation rationnelle du fleuve Sénégal. L'aménagement de ce fleuve serait illusoire sans la participation effective de tous les États riverains. Un pays ne saurait trouver à lui seul les capitaux suffisants et les cadres compétents pour réussir l'entreprise. Même s'il les trouvait, la rentabilité s'y opposerait. Par un effort collectif, ce fleuve peut être intégralement utilisé sur tout son cours. Il constituerait un moyen de communication à bas prix pour l'acheminement de nos produits. Il pourrait être utilisé pour l'irrigation des sols et la fourniture d'énergie hydroélectrique. Le problème de l'eau et de l'énergie est capital en Afrique, bien que celle-ci possède les réserves les plus importantes du monde. Dans une seconde phase, une coopération plus vaste pourrait être envisagée dans les domaines culturels, scientifiques, administratifs. Quant aux formes juridiques que revêtira cette coopération, le choix est assez large. Loin de s'opposer à celle de l'UAM, elle pourrait la compléter. Cette coopération est d'autant plus facile à réaliser que les bases en sont déjà jetées par des accords bilatéraux. Le Sénégal a conclu avec la Guinée 11 accords et conventions qui portent notamment sur le commerce, la douane, les finances. La Mauritanie a décidé avec le Sénégal une certaine harmonisation en matière administrative et commerciale. Elle l'a faite avec le Mali, qui cherche à intensifier ses échanges avec la Guinée. À une échelle plus large, peuvent se constituer des groupes plus vastes. Les États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud. Ces groupes, compatibles avec la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, ne feront que faciliter le mouvement d'intégration. Ces unions régionales seront les fondements même de l'unité africaine. Un continent comme l'Europe l'a bien compris. Nous, Africains, avons la chance d'avoir des situations non encore sclérosées. À ce titre, nous pouvons faire ce que d'autres cherchent depuis toujours à faire, et le succès de la conférence d'Addis Abeba en est un témoignage éclatant. L'unité africaine est une chaîne. Les groupes en sont les chaînons. C'est dire que nous devons d'abord fabriquer les chaînons, la soudure n'en sera que plus facile. En nous rencontrant aujourd'hui,
nous montrons à l'Afrique que nous nous sommes déjà mis au travail. Cette rencontre est l'un des premiers départs dans la réalisation de cette unité voulue par la conférence d'Addis Abeba. Nous devons faire en sorte qu'il soit le bon départ. Aussi pourrons-nous dire que l'Afrique est bien partie. J'ai parlé développement et c'est l'essentiel. Un mot du politique au sens où la pensée politique guide l'action économique et sociale. C'est cette pensée politique qui nous a fait examiner l'absurdité de la situation d'hier et nous a amenés à la reprise d'une amitié, d'une fraternité qui est dans la nature des choses et des hommes. Pour réussir, la coopération entre nos deux États, nos deux peuples, doit s'accompagner d'une nouvelle politique. Celle-ci demande l'établissement de relations diplomatiques entre Bamako et Dakar. Pour le faciliter, j'ai décidé de proposer à l'Assemblée nationale du Sénégal une loi d'amnistie qui sera déposée dans les plus brefs délais. J'ai bon espoir, Monsieur le Président et chers frères, que nous travaillerons de chaque côté à l'apaisement des esprits, mieux, à l'union des cœurs. Encore une fois, l'amitié, la fraternité maliano-sénégalaise, elle est dans la nature des choses. Elle est, pour nous, le chemin qui mène tout droit à l'unité africaine. Vive la République du Mali, vive la République du Sénégal, vive l'unité africaine.